Alors, cette conférence est vraiment exceptionnelle puisqu'on a réussi à avoir un panel de journalistes de sport vraiment de qualité et que vous connaissez tous et qui sont tous très proches de l'IEJ. Donc Nathalie Yanetta, qu'on ne présente plus, hein, journaliste de sport évidemment, qui a fait ses armes sur Canal+, qui est aujourd'hui sur TF1, qui a longtemps travaillé avec Thierry Gilardi, je pense qu'elle va en parler, qui d'ailleurs, tiens, tu es là, n'hésite pas à parler hein, quand tu veux. Hein. Je pense que ce qui est important aussi de dire, c'est que comme on a appelé cette conférence « Comment devenir journaliste de sport » et non pas journaliste sportif, parce que c'est très important, parce que les mots ont un sens. Absolument. Donc ça, je pense qu'on va l'évoquer tout à l'heure quand on aura tout le monde de connecté, mais voilà, les mots sont choisis. On n'est pas journaliste sportif, bien qu'on puisse être sportif et journaliste, c'est pas le propos. Oui, c'est pas le sujet justement. Mais ce n'est pas le sujet, donc on en parlera tout à l'heure. Évidemment, Mohamed Bouafsi, qu'on ne présente plus, le bébé RMC, mais c'est aussi un bébé IEJ puisque je l'ai eu à l'IEJ en tant qu'étudiant. Je suis très fière de son parcours et de ce qu'il a réussi à faire. Aujourd'hui, c'est vraiment le visage d'RMC. Et puis il gère tout le foot sur le groupe pour le groupe Altis, RMC, BFM. Donc nous sommes très fiers de son parcours. Nelson Montfort, faut-il encore le présenter? Nelson Montfort, c'est vraiment une carrière exceptionnelle dans le domaine du journalisme de sport, des interviews mémorables et surtout il a été élu journaliste de sport préféré des Français. Alors, j'espère que vous ne serez pas jaloux, les autres, mais en tout cas, il a eu cette distinction-là. Et puis, Rémi Reverchon qui sera un peu le représentant basket et NBA de notre panel d'aujourd'hui, qui viendra nous expliquer un petit peu l'importance aussi des langues et de bien parler anglais. Je pense que Nelson rebondira là-dessus. C'est vraiment très important qu'aujourd'hui nos journalistes de sport et nos étudiants qui sont formés vraiment puissent parler anglais et pouvoir vraiment se débrouiller au moins en anglais. Voilà, donc nous sommes à 15h01. Est-ce que tous nos animateurs sont là quasiment à part Laurent Jaoui? Coucou Mohamed. Coucou Magali. Donc nous attendons encore Laurent Jaoui. Laurent Jaoui est donc rédacteur en chef sport chez Canal+. Alors, quelqu'un ne nous entend pas. Nicolas ne nous entend pas. Est-ce que tout le monde nous entend? Je n'entends pas non plus. Alors, je pense qu'il faut peut-être régler quelque chose sur votre ordinateur parce que si tout le monde nous entend, c'est qu'il y a un problème peut-être de votre côté. Donc, voilà. Donc, essayez de voir un peu sur votre son à vous d'ordinateur ou de téléphone. On entend très bien. Bon, je vois que la majorité des gens entendent bien quand même. C'est rassurant. Ils nous voient, ils nous entendent. Bon, ils nous ont vus un petit peu plus tôt parce que quelqu'un a appuyé sur le mauvais bouton, mais ce n'est pas dramatique. Encore une fois, on est en famille et c'est plutôt sympa. Donc, l'idée, c'est de présenter l'IEJ Paris, bien sûr, avant, puisque Mohamed, toi, tu es un ancien de l'IEJ. Je suis très fière de toi, tu sais, je te l'ai peut-être pas dit assez, hein, mais je suis très fière de ton parcours et on va en parler évidemment plus en avant tout à l'heure. Donc, on est à 232 connectés. On en attend à peu près 500. On va peut-être continuer à attendre un petit peu que tout le monde se connecte et puis attendre Laurent qui n'est pas encore là apparemment et Rémi Reverchon. Je regarde. Vous voyez, je vous fais le off. Hein. Alors, Rémi Reverchon a un petit problème de connexion, donc je vais donner la main à Audrey Salin. Si tu peux appeler Rémi pour voir sa connexion, s'il te plaît. Voilà. Et puis, c'est tout, normalement. Normalement, tout va bien aller. Ah, je vois que tu as des fans, Nathalie. Je vois un Nathalie. Bon, c'est plutôt... c'est plutôt sympa. Donc, nous allons commencer tout doucement. Mohamed, je vais te demander peut-être Tu as Nathalie, tu as des fans déjà. Team Mohamed Bouafsi. Ah oui, mais on en a tous, hein, je crois. Ah. Chacun les siens. Voilà, Momo, voilà, c'est bon. Moi, j'ai commencé à être fan de Nathalie Yanetta parce que peut-être qu'elle s'en souvient pas. C'est pas la peine de me faire remarquer mon grand âge. Non, mais il faut pas qu'elle oublie que j'ai démarré mon premier stage à Canal+ avec Nathalie Yanetta. Et un jour, elle se souvient peut-être plus de cette anecdote, mais elle a pris une photo de moi avec Zinedine Zidane lors d'un Real Madrid de Borussia Dortmund. Voilà. Ah, c'est exact. Voilà. Et tu t'en souviens, Nathalie? Bah, tu sais, ce métier apprend normalement, hein, si on n'est pas trop ingrat avec la vie, à se souvenir des moments qui ne sont pas des moments uniques, c'est des moments inoubliables.
et c'est des cadeaux. Donc, en général, j'ai tendance à me souvenir des beaux cadeaux que la vie me fait. Et la Ligue des Champions, Zizou, tout ça, c'était des beaux cadeaux. Et en général, les gens qui, comme Mohamed, ont commencé par des stages et à l'époque à Canal, c'est vrai que c'était un peu l'endroit où il fallait être. Je crois qu'ils sont tous repartis avec du bon au cœur et la certitude que faire ce métier, ça valait la peine. Ah, ça, c'est sûr. Et puis, quel métier? Parce que j'ai envie de dire qu'on est d'abord journaliste avant d'être journaliste de sport. On va en parler tout à l'heure, mais c'est vraiment d'abord un métier passion. Alors, le sport, ça peut être une passion, mais on doit vibrer d'abord pour le journalisme avant de vibrer pour le sport, je pense. Mais on va vraiment en parler tranquillement tout à l'heure. Alors, si vous êtes d'accord, puisqu'il est déjà 15h04, je vais commencer. Donc, je vais, si vous pouvez vous déconnecter, enfin, juste déconnecter vos caméras et micros, Mohamed et Nathalie, pour que je puisse présenter l'IEJ. On va commencer un peu à présenter l'IEJ et puis tout doucement, on va laisser venir Laurent Jaoui qui n'arrive pas à se connecter et Rémi Reverchon. Rémi Reverchon qui m'envoie alors, je pense qu'Audrey Salin m'entend. Il faudrait qu'elle essaye de joindre Rémi qui a un petit problème de connexion. Alors, nous, on va commencer tranquillement cette présentation. Donc, merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Vraiment, nous sommes ravis de vous avoir pour cette conférence virtuelle. Alors, je me présente à nouveau puisque d'autres participants sont arrivés entre-temps. Je suis Magali Bonavia, la directrice de l'IEJ Paris. J'ai cette chance-là depuis 15 années. Donc, l'IEJ Paris est une école de journalisme de bac à bac plus 5. Elle se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, métro Passy et La Muette. Et elle appartient au groupe Media School. Media School est un groupe de plus en plus connu. C'est d'abord un groupe d'enseignement supérieur privé, mais petit à petit, ce groupe s'est vraiment diversifié, mais c'est diversifié dans l'intérêt de ses étudiants. C'est-à-dire que il a aujourd'hui des écoles, des médias et des événements. Et les étudiants sont au centre de cet écosystème, qui est un écosystème vertueux, puisque être dans une école de journalisme dans laquelle le groupe a des médias, c'est plutôt intéressant. Alors, on n'a pas de médias de sport pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce qu'avec Franck Papazian, on n'est pas à l'abri d'en avoir un prochainement. Mais nous avons des médias comme CB News, Stratégie, Hush ou le Journal du Luxe, et qui ont aujourd'hui embauché nos anciens étudiants. Donc, nous en sommes très fiers. Donc, c'est plutôt un écosystème très vertueux pour nos étudiants. Donc, l'IEJ Paris est à Paris, mais l'IEJ existe également à Marseille, à Londres et à Strasbourg. À Marseille, il y a également un master de journalisme de sport, voilà, pas forcément avec les mêmes intervenants, mais de très grande qualité également. Donc, l'IEJ est une école de journalisme de bac à bac plus 5, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et qui délivre un titre de journaliste certifié niveau 6 par l'État. Donc, c'est un titre de journaliste reconnu par l'État. Je pense que c'est important de le dire. C'est une école privée, mais dont le diplôme est reconnu par l'État. Donc, l'IEJ, c'est une école de bac à bac plus 5, plurimédia, pluridisciplinaire. On y fait du sport, bien sûr, mais on touche un petit peu à tout pendant 3 années. Et pour ça, on utilise beaucoup de matériel. Alors, il y a toute une équipe à l'IEJ Paris. Je ne suis pas toute seule, bien qu'en ce moment, à l'école, je suis toute seule avec le confinement, déconfinement, pas tout à fait terminé. Donc, avec moi aujourd'hui, nous aurons Aurélie Bernard, qu'on ne verra pas forcément à l'écran, mais qui est là et qui repère vos questions et qui les remontera aux intervenants. On a également Audrey Salin, qui est la directrice des stages et des relations extérieures et qui répondra. Voilà, je suis là, oui, elle répond dans le chat. Et vous avez Audrey Salin, donc la directrice des stages et des relations extérieures, qui répondra à toutes les questions que vous vous posez sur l'école dans le chat à l'écrit. C'est celle qui écrit le plus vite, c'est pour ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'équipe. On a aussi une équipe technique, bien entendu, parce qu'à l'IEJ, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a beaucoup de matériel et du matériel professionnel de qualité. Nous avons 3 studios télé, 5 studios radio, des salles, ce qu'on appelle des salles DES, ce sont des salles informatiques pour le montage des vidéos, pour l'écriture d'articles. Donc, on a toute une équipe technique qui s'occupe de ça. Et puis, la spécificité de l'IEJ, et je l'ai dit en préambule, et c'est aussi pour ça que tous les intervenants que vous voyez aujourd'hui sont pratiquement tous professeurs à l'IEJ, c'est qu'à l'IEJ, ce sont les journalistes d'aujourd'hui qui forment ceux de demain.
C'est-à-dire que les professeurs sont tous des journalistes en activité. Et ça, c'est vraiment, vraiment, je dirais, intéressant pour nos étudiants parce qu'ils sont formés vraiment aux attentes du métier aujourd'hui. Et je pense que nos intervenants tout à l'heure en parleront. C'est un métier exigeant. On vous attend pas avec un tapis rouge. Donc, il faut faire ses preuves, il faut faire ses armes. Et pour ça, c'est important de bien s'entraîner déjà à l'école. Donc, l'IEJ est une école de bac à bac plus 5. Pendant les 3 premières années, on touche à tout, radio, télé, presse écrite, web. Et puis ensuite, on se spécialise en master, notamment en master sport. Donc, l'idée vraiment, c'est de toucher à tout. On est journaliste d'abord avant d'être journaliste de sport et nos intervenants évoqueront tout cela tout à l'heure. Donc, les masters de l'IEJ Paris de spécialité, on a évidemment le journalisme de sport. J'imagine que vous êtes surtout là pour ce master-là. Mais on a également d'autres spécialités. Le master radio-télé, le master presse écrite web, le master investigation, le master digital et le master mode beauté lifestyle. Donc, on élargit un maximum le champ des spécialités, mais on est d'abord, en tout cas, généraliste pendant 3 ans. Alors, on peut rentrer directement post-bac, mais on peut également arriver directement en 2e année ou directement en 3e année si on a un bac plus 1 validé ou un bac plus 2 validé. Il est plus difficile de rentrer directement en master puisqu'il faut avoir une formation de journaliste déjà soit à l'IEJ, soit dans une autre école de journalisme pour rentrer en master. Donc, les Master 1, je les ai évoqués. Nous avons également 2 Master 2 qui se font en alternance, le Master journaliste reporter d'image et le Master journalisme augmenté. Pour expliquer un peu le master journalisme augmenté, c'est un master plurimédia, mais qui est vraiment, vraiment concentré sur le digital. Comment aujourd'hui on est journaliste sur le digital, comment on arrive à faire monter des articles, se faire un réseau, une communauté. Enfin, vraiment, ça touche vraiment, vraiment un ensemble intéressant pour les étudiants en termes de spécialité et pour les rédactions qui pourront recruter ce genre d'étudiants qui auront bénéficié en tout cas de cette formation-là. Alors, toutes les études à l'IEJ sont entrecoupées de stages ou d'alternance. C'est très, très important. On apprend beaucoup de choses à l'école. Bien entendu, on se forme, on apprend, mais ensuite, on va se confronter à la réalité dans les rédactions. Et nos étudiants sont chaque année en stage et parfois dans certaines formations en alternance. Donc, ils ont vraiment un CV fourni en sortant de leur scolarité à l'IEJ. Alors, l'IEJ, évidemment, c'est des personnalités, vous allez le voir tout à l'heure, on en a beaucoup qui viennent de donner des cours. Et puis, c'est également des personnalités qui viennent de manière plus sporadique, mais pour rencontrer nos étudiants, pour faire un retour d'expérience. Donc, on invite des personnalités du monde du journalisme ou des médias pour rencontrer nos étudiants et qu'ils puissent poser leurs questions. Donc, voilà un peu pour vous présenter l'IEJ Paris. L'IEJ Paris est vraiment une école professionnalisante, plurimédia et qui envoie ses étudiants sur le terrain. Alors, le master de journalisme de sport. Alors, normalement, Laurent Jaoui devrait être avec nous pour le présenter. Je pense qu'il a quelques petits problèmes de connexion, donc je vais me permettre d'avancer un petit peu pour lui. Donc, le master de journalisme de sport, il arrive en bac plus 4. Donc, en bac plus 4, pourquoi? Parce qu'avant, il faut vraiment être à même de se débrouiller sur tous les médias, radio, télé, presse écrite, web et dans tous les domaines. On est journaliste d'abord, généraliste avant d'être de spécialité. Donc, justement, Laurent avait préparé un slide intéressant où il dit on est journaliste avant tout. Être capable de maîtriser tout autant l'actualité générale que celle du sport. Ce n'est pas anodin. Les deux sont intimement liés et ne peuvent s'envisager l'une sans l'autre. Donc là, ce sont les mots de Laurent Jaoui que je me permets de dire à sa place puisqu'il n'est pas encore là. Connaître avec précision l'histoire du sport, les grands événements, les faits marquants, les moments historiques, la mémoire collective et les principaux palmarès et bilans, c'est important également. Évidemment qu'on peut être passionné de sport, de foot ou d'un sport particulier, mais il faut quand même avoir ces compétences et cette culture générale, j'ai envie de dire. Et puis, profiter des bienfaits de la spécialisation sans tomber dans les pièges qu'elle peut parfois représenter. Je crois je l'ai plus ou moins évoqué depuis tout à l'heure, donc très important d'être d'abord journaliste. Alors, ce qui est génial à l'IEJ Paris quand même dans ce master sport, ce sont les intervenants. C'est-à-dire que quand je vous ai dit en préambule que les journalistes d'aujourd'hui forment ceux de demain, eh bien,
ce n'est vraiment pas un mensonge. Vous allez avoir évidemment Laurent Jaoui, mais Sylvain Charlet, Charlotte Gabas, Céline Géraud. Vous allez avoir énormément de monde. Rémi Reverchon, qu'on va voir s'il se connecte tout à l'heure, puisqu'il est censé être dans notre conférence à l'instant. Voilà, donc vous allez avoir vraiment les meilleurs journalistes pour vous former et vous préparer à ce métier. La spécificité de l'IEJ aussi, par rapport à tout cela, c'est de créer des journées de détection de talent, les Talents Day. Donc, ce sont des journées où l'IEJ organise avec les rédactions une détection de talent, un peu comme si vous étiez, vous qui aimez le sport, sportif de haut niveau, footballeur, et que les agents venaient voir un petit peu ce que vous donniez. Et c'est exactement la même chose, c'est exactement le même procédé. C'est-à-dire que les recruteurs dans les rédactions viennent à l'IEJ et nos étudiants passent devant eux et montrent leurs différents travaux. Et l'idée, c'est qu'ils puissent les recruter. Pourquoi pas en stage, pourquoi pas en pige et pourquoi pas en contrat. C'est arrivé dernièrement. Nous avons fait une détection de talent avec Bismart, qui va être un peu le concurrent de BFM Business. Et nous avons déjà 5 étudiants qui ont été recrutés. Donc, nous en sommes très fiers. Donc, voilà, nous créons vraiment le lien avec les rédactions. Ça nous semble capital. Alors, pour balayer un petit peu le programme du Master Sport, c'est vraiment un master plurimédia. Télé, radio, presse écrite, web. L'idée, c'est vraiment de focaliser sur le sport, mais de manière vraiment large sur tous les médias. Donc évidemment, on a des cours de télé où on retouche à tout, tournage, reportage, la présentation, bien entendu. D'ailleurs, Nathalie Yanetta a été une de nos intervenantes en présentation pendant de nombreuses années. Je compte sur toi, Nathalie, tu me le diras tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu reviennes à la rentrée prochaine. Voilà pour la télé, c'est vraiment l'idée, c'est de tout toucher en télé, puis en radio, bien entendu aussi. En fait, tout ce qu'on a appris en 3e année, on va appuyer, on va aller plus loin et évidemment le faire en sport, voilà. Et puis la presse écrite et le web. Donc l'idée, c'est vraiment de toucher à tout, d'être parfaitement plurimédia, pluridisciplinaire, et dans ce master sport d'être spécialisé et de sortir vraiment le plus grand de ce master sport. Alors, c'est le moment pour moi d'appeler mes invités. J'espère que Laurent Jaoui nous a rejoints. Je ne suis pas sûre. Et Rémi Reverchon, je ne le vois pas encore non plus. Je vois que Nelson est là. Donc, je vais vous appeler un par un. Donc, j'en ai parlé beaucoup tout à l'heure. Et puis, vous l'avez vu pour ceux qui étaient connectés plus tôt. Nathalie Yanetta. Nathalie, tu peux te connecter, qu'on te voit à l'écran. Mohamed Bouafsi. Alors, il faut juste que vous appuyiez sur votre petite icône caméra et son. Coucou Nathalie. Salut Magali, bonjour à tous. Je suis ravie de t'avoir. Et puis, donc on attend Mohamed Bouafsi, s'il est là. Je suis là. Super. Coucou Magali, coucou à tous. Écoute, je suis ravie de t'avoir. Tu es aussi le bébé RMC, parce que tu as été appelé comme ça dans ton portrait dans Le Monde. Mais tu es aussi un bébé IEJ, donc j'y tiens. Je t'ai eu tout petit comme ça. Mais je suis vraiment fière de ton parcours. Merci beaucoup, Magali. J'attends Nelson Montfort qu'on ne présente plus. Nelson, es-tu là? Alors, Laurent arrive, Aurélie Bernard me dit merveilleux, c'est super, c'est bien. Est-ce que, Nelson, tu arrives à te connecter? Je sais que tu es là. Je le vois, mais il n'arrive pas à mettre encore sa caméra. Alors, c'est pas grave, on va l'attendre tranquillement. Nathalie, on va commencer par une première question pour toi. Et d'ailleurs, Mohamed, tu n'hésites absolument pas à rebondir si tu as quelque chose à ajouter. Pour toi, est-ce qu'une formation de journaliste est importante avant d'être journaliste de sport? Puisque notre thématique, c'est comment devenir journaliste de sport. Et avant cela, peut-on expliquer la différence entre journaliste sportif et journaliste de sport? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. La vraie bonne question, c'est est-ce qu'il faut une école de journalisme pour être journaliste? Tu vois, c'est pour ça que je suis pas. C'est pour ça que toi, tu es une journaliste reconnue et pas moi, en fait. C'est une journaliste. C'est une question qui, à mon sens, aujourd'hui, se pose beaucoup moins qu'elle ne se posait à mon époque, à moi, quand j'ai commencé. Mais moi, ça fait plus de 25 ans maintenant. Donc, aujourd'hui, je pense que compte tenu des spécificités qu'on va demander, d'un point de vue déjà purement technique, que vous travailliez en radio ou en télé, on vous laisse assez peu de temps pour être opérationnel. Je crois que faire une école de journalisme, il y a 10 ans, j'aurais dit exactement l'inverse. Mais faire une école de journalisme, c'est pas mal, à une condition.
c'est que vos aspérités, votre caractère, surtout si c'est un caractère un peu difficile, votre curiosité, etc., vous ne la laissiez jamais être gommée par un quelconque formatage. Il faut voir cette école comme un peu comme quand on vous apprend à conduire, en fait. Il faut maîtriser le code et maîtriser son véhicule pour pouvoir ensuite avoir son propre style de conduite. Donc ça, faire une école de journalisme, déjà, je vous dis, il y a encore 10 ans, j'aurais dit non. Aujourd'hui, je pense que c'est très important parce que le marché du travail, et Mohamed est rentré sur ce marché du travail bien après, donc il pourra vous raconter probablement la grande différence avec mon époque à moi. Franchement, elle fait pas beaucoup de cadeaux à ceux qui sont jeunes. Donc, plus vous arrivez armé, mieux c'est. Ensuite, la question, c'est journaliste, puis journaliste de sport. Alors déjà, la différence, c'est juste une différence de langue française et de sémantique. Vous pouvez être sportif, c'est-à-dire faire du sport, sans être journaliste. Et l'inverse est vrai aussi. Vous pouvez être journaliste sans faire de sport, mais avoir envie d'en parler. En l'occurrence, ça a toujours été mon cas. Donc moi, j'ai été longtemps une journaliste qui a fait du sport, mais qui a fait aussi autre chose. J'ai présenté des matinales de chaînes d'infos, etc. Et alors là, oui, s'il y a bien une chose qui, à mon sens, est primordiale, c'est d'avoir une formation la plus généraliste possible. Et d'ailleurs, lorsque Magali et Franck m'ont appelé il y a quelques années, au tout début de l'IEJ, pour venir donner des cours, le seul travail que je donnais à faire à mes élèves d'une semaine sur l'autre, c'était de lire Le Monde et de me faire un résumé la semaine d'après. Parce que si vous comprenez le monde dans lequel vous vivez, vous allez comprendre le monde du sport. Ils sont pas déconnectés l'un de l'autre. Être journaliste de sport, c'est pas un hobby. C'est pas un plaisir. Alors, il se trouve que vous pouvez vous faire plaisir, mais c'est un vrai métier qui exige des connaissances très fortes. Et je crois que, franchement, tous les intervenants que Magali invite tout au long de l'année ont ces formations-là généralistes. Donc, oui, il faut être journaliste avant tout. Oui, on peut se spécialiser en sport. Et non, on n'est pas journaliste sportif. On est journaliste de sport. C'est comme le football. Il n'est pas féminin. Il est football. Parfois, il est joué par des hommes et parfois, il est joué par des femmes. Super. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Mohamed, par rapport à ça, par ton parcours à l'IEJ et pourquoi c'était important d'être d'abord formé au journalisme avant d'être vraiment journaliste de sport? Je peux faire ton retour là-dessus. Oui, alors tout d'abord, c'est compliqué de continuer après la très belle métaphore de Nathalie à la fin sur l'aspect du football parce que c'est réel et je vais saluer tous les étudiants ou les futurs étudiants qui sont là. Je suis très heureux de leur parler directement parce qu'avec cette période trouble, c'est pas facile d'entretenir un lien avec tout le monde et ça me fait vraiment plaisir d'être auprès de gens qui m'ont fait rêver comme Nathalie Yanetta, auprès de gens qui m'ont aidé, côtoyé comme Magali ou Nelson Montfort et vous, je pense que vous êtes tous le futur, tous ceux qui sont là. Je sais pas si vous êtes 300, 400, 500. Comme je l'ai déjà dit lorsque j'étais venu à faire une masterclass à l'IEJ, pour moi, on n'est pas journaliste sportif. Ça n'existe pas pour moi. Le journaliste sportif, c'est quelqu'un qui aime faire de l'équitation, du volley ou du tennis à côté de son travail. Pour moi, on est avant tout des journalistes. C'est-à-dire qu'on est capable, du jour au lendemain, de venir sur autre chose, de traiter un événement de société, de traiter un événement dans l'économie, de traiter un événement dans le milieu du showbiz, dans le milieu artistique, dans le milieu culturel. Et d'ailleurs, on le voit sur toutes les passerelles. Je vais vous donner un exemple qui me touche plus particulièrement. Après les incidents et les événements dramatiques et les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan, j'avais travaillé toute la nuit sur RMC et sur BFM TV. Et pour moi, ça avait été un exercice assez lourd émotionnellement, mais assez incroyable en termes de journaliste. Et je pense que Nathalie Yanetta a entièrement raison. L'aspect journaliste sportif, c'est extrêmement réducteur. Je vous donne un autre exemple. Dans cette période très trouble qu'on a vécue avec le Covid-19, beaucoup de journalistes de RMC Sport ont relevé ce défi incroyable de quitter le monde sportif pour redevenir des journalistes, j'ai envie de dire, de la société, journalistes santé, journalistes sur le terrain, notamment avec tout l'aspect du déconfinement. Donc, c'est pour moi à proscrire le terme de journaliste sportif parce que on peut être un journaliste qui du jour au lendemain passe sur d'autres aspects, d'autres aspérités et ça c'est extrêmement important. Et pour ma vie personnelle, moi je le disais, j'ai démarré en stage à Canal+, j'étais avec Nathalie Yanetta et Grégoire Margoton, j'avais le bureau juste en face, c'était un stage d'observation. J'ai fait l'IEJ, donc je suis pas encore professeur de l'IEJ, donc je pas encore, j'y compte bien, donc je parle avec beaucoup de je suis encore dans ma tête pour moi quelqu'un qui est passé il y a pas si longtemps que ça à l'IEJ
l'IEJ et je sais ce que vous ressentez tous et je sais ce que ressentent les gens qui actuellement sont avec nous. Il faut avoir vraiment une création culturelle. Il faut avoir un aspect d'enrichissement où on travaille sur tous les sujets après de choisir sa direction. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, la base est importante, savoir maîtriser une caméra parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Nathalie, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir journalistes, mais il n'y a pas forcément beaucoup d'élus. Et l'aspect du travail, l'aspect de la progression, l'aspect de la création de sa trajectoire, eh bien, c'est un avantage sur les autres qui veulent le devenir aussi. Donc, c'est extrêmement important d'avoir les fondations, comme une maison, d'avoir les fondations, d'avoir un bon terrain pour construire la plus belle maison possible. Alors, et juste pour préciser, avant que Nelson et évidemment Rémi qui vient d'arriver et que j'embrasse s'exprime, pour vous donner un exemple très très concret de la nécessité d'être absolument généraliste. On l'a vu à l'occasion de cette crise du Covid, pas seulement parce que des journalistes de sport se sont occupés des journalistes des sujets de santé ou de faits divers, mais à l'intérieur même de la manière de comprendre ce qui était en train de se jouer sur le monde du sport en ce moment, la crise, l'impact politique, l'impact sociétal, etc. Si vous avez juste une vision, on va dire, de terrain, de sportif uniquement, vous allez rien comprendre à ce qui se passe. Ce qui va faire que d'un seul coup, vous allez pouvoir analyser les tenants et les aboutissants de cette crise, à mon avis sans précédent, que va traverser le monde du sport. Eh ben, faut avoir le background précédent pour pouvoir aborder ces sujets avec le cerveau qui fonctionne dans tous les sens. Alors du coup, j'en profite pour accueillir Nelson et Rémi. Bonjour Nelson. Bonjour Magali, j'ai l'impression que ça marche. En tout cas, là, ça marche. On t'entend bien. Alors moi, volontairement, je ne suis pas à l'image parce que nous n'avons que 4 caméras sur cette visioconférence. Donc évidemment, priorité aux invités. Donc merci Nelson d'être avec nous. Je disais, j'espère que ça ne fera pas de jaloux, que tu avais été élu journaliste de sport préféré des Français. Désolée, oui, ça devait être en 1922. Bonjour à Rémi Reverchon également de Beansport pour la team NBA Extra et pour ceux qui aiment le basket et les États-Unis. Merci d'être là, Rémi. Je pense que tu as eu quelques petits problèmes de connexion, mais tu es là. C'est le plus important. Je m'en suis sorti. Je me suis arrêté dans la voiture. Bonjour tout le monde. Content d'être avec vous. Salut Rémi. Alors, avant que vous n'arriviez, on avait parlé un petit peu de la différence journaliste de sport et journaliste sportif. Donc, vous êtes arrivé à ce moment-là. Nelson, j'ai déjà une première question. Au niveau des aptitudes, qu'est-ce que tu penses qu'il faut pour être un bon journaliste, déjà tout court, sans parler de journaliste de sport? Pour être un bon journaliste, quelles sont les aptitudes à ton sens? Alors, je viens d'entendre ce que disait sur la fin Nathalie et Mohamed, et je partage tout à fait leur opinion. Avant de répondre à ta question, j'ai juste une anecdote qui prouve que ce que viennent de dire Mohamed et Nathalie peut également être vrai en sens inverse. Et j'ai une anecdote qui me revient tout de suite. Vous vous souvenez tous certainement d'un journaliste de chez nous qui, hélas, il faut employer le mot au passé, s'appelait Benoît Duquesne. Benoît Duquesne s'était fait connaître en poursuivant, entre guillemets, la voiture de Jacques Chirac lors de son élection à la présidence. Je pense que tout le monde se souvient de Benoît Duquesne. Et il animait une émission sur un canapé rouge face à face, vous vous en souvenez sans doute. Et c'était un journaliste, on va dire politique, un chef de service avec lequel je m'entendais, mais vraiment particulièrement bien. Nos bureaux étaient vraiment voisins, on échangeait énormément. Et lui, son rêve en tant que journaliste politique était de suivre une fois, et peut-être plusieurs fois, le Tour de France cycliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces passerelles que vous évoquiez peuvent également être le cas dans l'autre sens. Et je crois qu'anecdotiquement, c'est intéressant, et c'est pour ça que je suis heureux de vous faire partager ce témoignage qui, en plus, me fait penser à ce garçon dont vous vous souvenez probablement qui était un véritable ami. Merci beaucoup Nelson. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu ce que tu enseignes à tes étudiants à l'IEJ? Pourquoi c'est important pour toi d'être intervenant et de aujourd'hui transmettre quelque chose? Alors là, je vais peut-être un petit peu anticiper sur le conducteur que je lisais ce soir de notre émission, mais je pense qu'on va un peu sortir du conducteur cet après-midi. Parce que bon, moi, comme tu le sais, j'enseigne en anglais. C'est-à-dire que, voilà, non seulement j'essaie de parler des 3 principales caractéristiques peut-être du journaliste de sport, terme que je partage complètement. Nous en avons suffisamment parlé ensemble, Magali. Donc, présentation, commentaire, interview.
en anglais, c'est-à-dire que pendant les 3 mois et demi, donc ils vont de mi-septembre à décembre, je ne leur parle qu'anglais. Ce n'est pas toujours facile, hein, parce que bon, quelquefois la tendance est. Donc, pour répondre à ta question sur les aptitudes, je crois qu'effectivement aujourd'hui, outre tout le reste que vous avez un petit peu évoqué, il est évident que la bonne connaissance des langues étrangères et si possible sans trop d'accent, si possible de façon naturelle, etc., est un élément totalement indispensable. J'y ajoute évidemment la présentation, le sourire. D'ailleurs, voilà, ce que je vois cet après-midi, voilà, il suffit de voir Mohamed là. Ça compte énormément. Ça compte énormément. Ça va sans le dire, mais là, il me semble que les trois, nous sommes quatre, nous sommes tous souriants et probablement très, très heureux d'être là. Et je crois que comment convaincre autrement un rédacteur en chef, quelqu'un qui est susceptible un jour de vous engager, que de venir avec ce sourire, cet appétit, cette envie. Ça, évidemment, ça ne peut pas faire partie d'un planning rédactionnel d'enseignement, mais je crois que c'est très important. J'en suis même persuadé. Peut-être que Rémi, tu peux du coup réenchérir peut-être sur la partie bilingue, l'importance des langues, et notamment quand on traite d'un sport comme le basket et notamment NBA. Bien sûr que moi, j'ai l'immense chance de bosser dans ma passion, qui est le basket et qui est la NBA en particulier. J'ai la chance d'avoir vécu là-bas aux États-Unis, d'avoir découvert un peu ce métier de journaliste là-bas, voir comment les Américains bossaient et de le pratiquer au quotidien. Parce que quand tu bosses avec la NBA, mécaniquement, tu bosses avec des gens basés aux États-Unis. Donc pour moi, c'est primordial, mais c'est, je pense, hyper important. Je sous-estime vachement ça. Alors, dans notre métier, mais dans la vie en général, bien sûr. Un exemple tout con, nous, quand on a été, quand Bein s'est créé, donc il y a longtemps maintenant, en 2012, il y a 8 ans, tous les entretiens d'embauche qui se faisaient avec Charles Bietri qui avait monté la chaîne et avec le fondateur qatari de la chaîne qui est Youssef Al-Obaidi se faisait en anglais. Donc, attends, Rémi, tu es en train de m'expliquer que tu faisais un entretien en anglais avec Charles, parce qu'avec Youssef, oui, mais donc avec Charles. Charles était à côté, il assistait en tout cas. Voilà. Pardon, je ferme la parenthèse. et Youssef parlait anglais en effet. C'est peut-être plus réaliste. Mais bon, l'un des prérequis en tout cas à l'embauche des journalistes, c'était d'être bilingue anglais. Alors je vais pas vous la faire à l'envers, tout le monde n'est pas bilingue à Bein Sport, loin de là, mais tout le monde au moins le bredouille le comprend et est capable d'échanger parce qu'on a un groupe aussi international où on échange nos contenus avec ce qu'il y a à Doha au Qatar, ce qu'il y a aux États-Unis, les antennes un peu partout dans le monde. Clairement aujourd'hui, si tu ne bredouilles pas l'anglais, en tout cas, moi quand je reçois des CV pour des stages et tout sur ma team NBA Extra, si la personne ne parle pas l'anglais, ne comprend pas l'anglais, n'est pas capable de comprendre une interview en anglais, le CV il part tout de suite à la poubelle. Ouais. Alors justement, par rapport aux émissions de télé, on a de plus en plus de consultants en émissions de télé, des journalistes bien entendu, mais également des consultants. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire la distinction entre journalistes et consultants. Est-ce que Mohamed, tu veux t'exprimer déjà sur ce sujet ? Je peux laisser la parole tout d'abord à Nathalie ou Nelson qui ont connu en premier les consultants et l'évolution, mais après je peux dire un mot. Moi je pense aujourd'hui que on a un défaut, c'est que les journalistes, les jeunes journalistes veulent trop ressembler aux consultants et pour moi un consultant a une expertise différente qu'un journaliste. On peut rêver tous d'être des Pierre Ménès, on peut tous rêver d'être des Daniel Riolo, on peut tous rêver d'être des éditorialistes avec des avis tranchés, mais je pense que ces avis-là, on les obtient par de l'expérience. Et moi, ma trajectoire personnelle me donnait plus envie d'être un Thierry Gilardi, un Nelson Montfort, un Nathalie Yeneta que être un Pierre Ménès ou un Daniel Riolo, même si Daniel Riolo est un ami et très cher, je le vois très souvent, on mange ensemble. Je pense avant tout que l'expertise ou les consultants, c'est vraiment un truc qu'il faut différencier du journaliste. Pour moi, ce qui est plus exaltant, après je ne sais pas quel est l'avis de mes collègues et camarades qui sont avec nous aujourd'hui, mais je pense que ce qui est le plus exaltant, c'est d'avoir une belle interview, c'est d'avoir une belle information, d'avoir une information que les autres n'ont pas, d'avoir une interview que les autres n'ont pas. Je me rappelle des moments où Nathalie était sur les terrains de Ligue 1, d'avoir une punchline différente que d'autres n'ont pas. Nelson qui va voir une star de l'athlétisme juste après une course, Rémi avec des stars de la NBA. Ce que je veux dire, c'est que pour moi,
on ne peut pas tous être des Éric Dimeco, des Christophe Dugarry, et je pense que je ne serai jamais un Christophe Dugarry ou un Éric Dimeco. C'est-à-dire qu'il faut vraiment différencier le journalisme du consultant. Le journaliste peut devenir un consultant, pour moi c'est vraiment le cas, mais un consultant de base n'est pas forcément un journaliste. C'est-à-dire qu'un consultant, ça peut être un ancien sportif, ça peut être quelqu'un qui a eu une carrière assez différente, avec beaucoup plus d'expérience, j'ai envie de dire, de l'intérieur du sport, mais c'est un élément, je pense qu'il faut vraiment séparer. Un journaliste n'est pas forcément un consultant, comme un consultant n'est pas forcément un journaliste. Est-ce que quelqu'un veut rebondir, peut-être Rémi ou Nelson ou Nathalie, sur ce sujet? Bah, Vas-y Nelson, vas-y, je t'en prie. Non. Ce que je veux dire, c'est que y a eu depuis, je ne sais pas, peut-être une vingtaine d'années, peut-être plus, effectivement, un très grand nombre, enfin une arrivée très importante de consultants. Je me demande parfois si le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Je me demande parfois si trop de consultants ne nuit pas justement à l'image du consultant. Alors, je sais très bien que c'est parti ainsi et que sans doute n'y aura-t-il pas de retour en arrière. Mais après tout, en tant qu'intervenant à l'IEJ, où nous sommes tous intervenants, nous avons la chance d'être intervenants à l'IEJ, il est quand même, c'est une évidence que c'est quand même plus difficile aujourd'hui pour un jeune journaliste, pour un jeune futur journaliste de sport, et là je dis bien de sport, d'établir sa place au soleil, parce que je sache, en dehors des événements récents où toute une série du corps médical s'était transformé en consultant de luxe, mais sinon il n'y a pratiquement pas d'autres secteurs du journalisme, que ce soit la politique étrangère, l'économie, la politique française, la météo, j'en passe, où il y a un aussi grand nombre de consultants. Parfois, dans les conflits, il y a quelques généraux qui viennent sur les plateaux, etc. Mais le consultant de sport, qui est utile, je ne le conteste pas, mais le consultant de sport à très haute dose, comme c'est le cas aujourd'hui, nous en avons souvent parlé dans ton bureau, Magali, est forcément un obstacle tôt ou tard à l'arrivée d'un jeune journaliste. Alors, je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères, mais moi, je vous parle là vraiment avec tout mon cœur. Quel que soit leur talent, trop de consultants tuent le consultant. Ou tue le journaliste, pour le coup. Excusez-moi, alors, oui, excusez-moi. Oui, les deux, absolument. Alors, j'ai l'impression que Laurent Jaoui nous a rejoint. Alors, il ne peut pas mettre sa caméra parce qu'on n'a droit qu'à 4 caméras. Est-ce que tu es là, Laurent, qu'on puisse t'entendre? Je te vois, mais je ne t'entends pas. Bon, écoute, on continue et puis on te laisse te connecter tranquillement. Donc, on a parlé Moi, je voudrais juste, si tu permets, Magali, terminer sur cette histoire de consultant journaliste, parce qu'il se trouve que j'ai été journaliste pendant 20 ans. J'ai plus ma carte de presse depuis 6 ans. Et que depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans avec TF1, je joue ce rôle de consultant. Et donc, je vois bien quelle est la grande différence. C'est pas le même métier. Là où Mohamed a raison, c'est que probablement, je n'aurais jamais fait ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans, parce qu'aujourd'hui, moi, je me considère pas tellement comme une consultante au sens où par exemple, Vicente Lissarassou ou les anciens sportifs avec lesquels nous travaillons tous là. Moi, je considère que je peux être éventuellement, avec beaucoup de modestie, une éditorialiste. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai pu acquérir dans différents domaines, sur le terrain, dans les instances, par une culture générale dont on parle, et en éditorialisant un tout petit peu certains problèmes liés au monde du football, mais qu'on peut transposer au monde du basket, au monde du tennis, etc., me permet peut-être de temps en temps de donner un avis. Ce n'est pas du tout la même chose que le travail de journaliste. Un journaliste, il n'est pas là pour donner son avis. Un journaliste, il est là pour donner des faits, pour raconter une histoire et pour aller chercher des réponses en faisant une interview. À côté de ça, le consultant va mettre d'une certaine manière en perspective ce qui vient d'être dit comme information ou recueilli comme témoignage. C'est ces deux mondes qui sont très différents. Honnêtement, c'est plus difficile d'être journaliste que d'être consultant, parce que consultant, franchement, ça va, hein, on a un avis, on travaille un peu. Alors après, ça dépend. Moi, j'ai le syndrome de la bonne élève, donc je travaille avant d'arriver, mais je pense que si je connais plein de consultants qui ne le font pas, et ils sont très bons par ailleurs dans ce qu'ils font. Donc voilà, comme quoi c'est pas toujours le cas. Mais vraiment, ce sont deux choses différentes. Et c'est impossible, je pense, à moins d'être un grand champion. Alors là, c'est autre chose parce que le terme de consultant devient le terme d'expert. Là, c'est très différent. À moins d'être un grand champion, on peut pas être un consultant à
5 ou à 30 ans. Oui, Magali, je voudrais juste ajouter quelque chose sans aucune flagornerie envers Nathalie et Nelson et sans aucune différence avec Rémi, c'est que Nathalie et Nelson ont eu l'expérience pendant tant d'années et de tout connaître. C'est-à-dire que je parle pour mon cas, je ne sais pas si Rémi sera d'accord avec moi. Moi, j'estime que j'ai encore plein de choses à apprendre. C'est-à-dire que j'estime que mon avis. Ah, mais nous aussi, hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Oui, on apprend. Non, mais on apprend. Je confirme. Non, mais on apprend tous les jours. Mais moi, aujourd'hui, j'ai la chance de prendre des stagiaires, de travailler avec la rédaction d'RMC sur le choix des stagiaires, de donner mon avis. Et je vois beaucoup, comme il y a une certaine mode, il y a une dizaine d'années, ce qui n'était pas mon cas, beaucoup de gens voulaient être commentateurs de matchs. Voilà, des gens voulaient juste commenter les matchs. Moi, c'était pas mon rêve. Mon rêve, c'était de faire des belles interviews, d'avoir des longs entretiens, d'avoir des informations exclusives. Et aujourd'hui, on est passé vers, comme l'a dit Nathalie, cette envie de devenir des éditorialistes. Et on peut pas devenir du jour au lendemain Nathalie Yanetta, Nelson Montfort, Daniel Riolo, Pierre Ménès. C'est-à-dire qu'on peut pas devenir des gens qui sont capables. Moi, j'ai mis 10 ans à RMC avant de donner un avis après une information. Je suis même pas encore arrivé à l'état où je peux donner mon avis naturellement. Ça me gêne un peu. Et en gros, je vois des stagiaires aujourd'hui qui arrivent et qui me disent ouais, moi j'ai envie de devenir Pierre Ménès, j'ai envie de devenir Daniel Riolo. Mais ces gens-là, moi je connais pas assez Nathalie ou Nelson, vous le connaissez peut-être plus que moi, Pierre Ménès. Moi je connais beaucoup de Daniel Riolo. Daniel travaille tous les jours beaucoup et a passé 20 ans à connaître tout l'environnement du sport, l'environnement des médias, l'environnement des gens du foot, avoir une connaissance de l'étranger. Il a fait beaucoup de tennis aussi, il est parti à l'étranger. On peut pas devenir à 19 ans, 20 ans des Daniel Riolo ou des Pierre Ménès en puissance. Ou Pierre, il a écrit pendant 10 ans à l'équipe, pendant 20 ans à l'équipe avant de... Puis juste ajouter quelque chose sur ce que vient de dire Mohamed et surtout sur ce qu'a dit Nathalie il y a quelques minutes, c'est qu'il est évident que le journaliste, je pense, travaille davantage que le consultant. Ça, on peut me raconter. C'est très clair. Je vous vois un peu sourire, donc voilà, vous semblez être de cet avis. Enfin, il faudrait qu'il travaille plus. Voilà. Comment ? Qui donc ? Qui doit travailler ? Le journaliste. Oui, mais le consultant. Le journaliste, aussi, normalement, doit travailler plus que son consultant. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, alors, on va continuer parce que je pense qu'on pourrait passer la conférence sur ce sujet, mais c'est passionnant. On va continuer un petit peu. Déjà, je voudrais accueillir Laurent Jaoui parce que je crois qu'on peut l'entendre cette fois. Laurent, tu es là ? Laurent ? Il est là pourtant, écoute. Oui, est-ce que vous m'entendez ? Bonsoir à tous. Oui, vous m'entendez ou pas ? Bonjour Laurent. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez pas ? Donc, Laurent, rédacteur en chef sport. Voilà. Je suis désolé. Et qui est le responsable du Master Sport de l'IEJ Paris. Laurent, j'ai pris ta place et j'ai présenté le Master Sport sans toi. Je me suis sentie un peu orpheline, mais bon, écoute, tu es là, tout va bien. Alors, Laurent, on va continuer sur cette conférence. Tu as bien fait. Et ouais, j'ai été obligée, je suis désolée. Justement, on voudrait un peu continuer sur ce déroulé et parler de la relation entre les sportifs, les dirigeants, les agents et la constitution d'un carnet d'adresses quand on est journaliste. Est-ce que toi, Laurent, tu peux déjà un peu affiner cette question et puis faire un peu l'animateur de cette question-là, si tu es toujours là. Non, il est parti. Il est là. Laurent. En fait, il y a un gros décalage avec Laurent, je pense. D'abord, désolé pour le retard. Oui, je suis là. Désolé pour le retard. Non, je suis là. Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Est-ce que vous m'entendez, oui ou non ? Oui, très très bien. Laurent t'entend. L'ami Laurent a une voix très grave, on entend. Bon, c'est l'essentiel. Alors, je vais désolé pour le retard. J'ai réussi à suivre le début de cette conférence. Vas-y, reprends. Bon, alors je reprends un peu. Alors, je vais un peu parler là des relations entre sportifs, journalistes, dirigeants, agents. Comment fait-on ? Est-ce que, comme en politique, il faut faire attention de ne pas trop être proche des sportifs et des dirigeants, ou tout au contraire, en sport, il faut justement essayer d'être le plus proche possible des personnes qui ont les infos. Mohamed, je pense que tu vas répondre à cette question. Mais pour justement faire au mieux son métier de journaliste, qu'est-ce que vous pensez vraiment de ce relationnel entre dirigeants, sportifs et journalistes ? Nathalie, peut-être ?
Alors là aussi, les choses ont quand même beaucoup changé. Pendant longtemps, les journalistes de sport, ils étaient pas nombreux. Hein. Vous aviez un service des sports à TF1 qui était assez puissant, France Télévisions. Vous aviez, mais sur des sports très précis. Vous aviez ensuite évidemment l'équipe, donc là eux qui couvraient le spectre de tout, et vous aviez Canal+ qui avait des droits dits exclusifs, notamment sur le football et le rugby. Et là, c'était assez simple en fait, nos relations avec les sportifs. Parce que de toute façon, on était les seuls à les approcher, à avoir des infos, et donc on pouvait gérer très bien ce qu'on appelle le in et le off, c'est-à-dire ce qu'ils nous disaient en background et qu'on gardait pour nous pour bien comprendre une situation et l'analyser convenablement, et puis et fournir l'information à nos rédactions et à donc nos abonnés pour qu'ils partagent cette information parce qu'elle nous paraissait pour le coup essentielle. Aujourd'hui, il y a une course à l'échalote. Entre les réseaux sociaux, les chaînes d'infos, tous les formats plus ou moins variés, on va dire, parce qu'ils le sont assez peu, cela dit, mais d'émissions de talk autour du sport. Je pense que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de garder une information pour soi que nous a confié un sportif, parce que sinon on va se faire griller la même info, si quelqu'un d'autre là, il va la donner en premier. Donc aujourd'hui, je pense que ce sont les sportifs qui ont beaucoup changé d'attitude vis-à-vis des journalistes. Avant, nous sommes la dernière génération, je pense, ceux qui ont 45 ans aujourd'hui, à qui les sportifs pouvaient faire confiance. Aujourd'hui, les sportifs, non seulement ils ont assez peu confiance dans les journalistes, et par ailleurs, ils gèrent directement leur communication. Et le grand danger, et là, je m'adresse vraiment à tous ceux qui sont là et qui nous écoutent, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin de journalistes parce que les sportifs confondent le journalisme, donc l'information, avec la communication. Ils font leur propre communication. Ils n'ont plus besoin de vous, de nous, ils passent directement sur leurs réseaux sociaux. Sauf que ce qu'ils n'ont pas compris, c'est justement qu'il y a une différence entre la communication et l'information. Ah, on t'entend plus, Nathalie. Ça a coupé. Tu nous entends? Ouais. Nathalie, ça a coupé. C'est les agents de communication qui ont coupé le réseau de Nathalie Iannetta. La censure. Ah bah ouais, vous pouvez rebondir peut-être Mohamed par rapport à ce sujet-là. Et puis elle va revenir, je pense, son réseau va repartir. Non, moi je me souviens d'une phrase qu'a dit Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui était l'un des plus grands journalistes de l'histoire, tout simplement, qui a créé des magazines de news, qui a créé l'Express et qui a été un très grand journaliste, qui dit l'objectivité est un mythe, il faut croire en la neutralité. Voilà. En gros, moi, je pense que Nathalie avait dit quelque chose d'extrêmement important. Nelson, Nathalie, qui sont légèrement plus vieux que Rémi et moi. En gros, je me souviens d'une phrase aussi d'un journaliste de la Provence qui m'avait dit il y a quelques années, je jouais, je travaillais sur l'Olympique de Marseille les années 90 quand l'OM a été champion d'Europe, et quand Papin n'avait plus de petits personnages, là j'ai oublié, j'ai le nom, d'éléments pour gêner le coup franc, en gros je faisais le mur. Et ça m'avait marqué parce que je trouvais ça assez incroyable. C'est-à-dire qu'il jouait avec Papin au foot il y a quasiment 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Nathalie, il y a tellement de journalistes. Il y a des journalistes de sites internet, il y a des journalistes de radio, il y a des journalistes de télé, il y a des journalistes de tous les médias. Avant, on parlait à 3-4 journalistes il y a 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, il y a quasiment 150 journalistes. Un jour, j'étais avec un joueur de foot lorsqu'il a reçu une rumeur d'un transfert. On était à table, on se faisait un repas pour échanger sur plein de sujets, et son téléphone a brûlé sous les messages. Donc il est plus compliqué d'être aujourd'hui un sportif et de faire confiance. En revanche, nous concernant journalistes, et je pense que ce sera la même chose pour Nelson, Nathalie et Rémi, je pense qu'il y a une chose extrêmement importante, c'est la neutralité et l'objectivité. Moi, j'ai aucune honte à le dire, et je l'ai toujours dit, et je m'en suis jamais caché. Moi, j'ai des amis dans le sport. Je pense que c'est un manque de sincérité, c'est du mensonge même. On parle souvent de la politique, mais en politique, les journalistes politiques vont déjeuner avec les politiques, vont dîner avec eux. Certains ont même eu des relations officielles avec des hommes politiques ou des femmes politiques, que ce soit des journalistes dans les deux cas. Et je pense qu'il ne faut pas mentir aux gens. Moi, je dis souvent à un joueur avec qui je suis proche, je préfère que ça soit moi qui ai l'information et qui la publie. Au moins, tu peux donner ta version.
et tu peux la balancer et on peut essayer d'enrober l'élément négatif, mais aussi avec ta voix. Et ça, c'est extrêmement important de le dire. Je n'ai pas de honte et je ne crois pas au thème de dire on ne peut pas être ami avec les joueurs, on ne peut pas être ami avec les dirigeants, on ne peut pas être ami avec… parce que, vous savez, et ça sera ma conclusion, quand un joueur de foot fait un mauvais match, c'est le premier à le savoir. Donc, il n'a pas besoin qu'un journaliste lui dise t'as fait un mauvais match, t'as fait un mauvais truc. Il y a une très bonne, pardon, juste, il y a une très bonne question qui dit qui paye l'addition quand on déjeune ensemble, du coup. Alors, moi, c'est la vraie question, en fait. Je paye toujours l'addition. Un journaliste doit jamais se faire acheter. Voilà. C'est toujours le journaliste qui paye. De toute manière, ce que dit Nathalie, j'ai beaucoup d'humour dans cette observation. Compte tenu du fait que beaucoup de sportifs sont assez près de leurs sous, c'est plutôt les journalistes. Oui. Il y a des journalistes aussi, de cet avis. Comment ? Il y a des journalistes qui font des notes de frais, je te dis. Oui, c'est exact. Enfin, je pense qu'à 80% du temps, c'est plutôt le journaliste qui réglera la note. Mais du coup, je me souviens plus de ce que je voulais dire. Mais non, c'était sur sur ce que vient de dire Mohamed, sur la complicité, effectivement. Je suis assez d'accord avec ça. La complicité et la confiance ne peuvent effectivement pas exclure une certaine forme d'amitié. Après tout, si Mohamed est heureux d'aller dîner avec un footballeur, un basketteur ou un patineur ou un tennisman, libre à lui, je ne vois pas pourquoi il en serait gêné. Et je trouve que c'est très honnête ce que vient de dire Mohamed. Moi-même, j'ai quand même dans le sport quelques amis avec lesquels je suis heureux de partager des moments. Je ne vois pas pourquoi j'en serais gêné. Et je trouve que c'est très honnête ce qui vient d'être dit. Moi, je crois que c'est très intéressant d'entendre Rémi sur ce sujet parce que comme il travaille beaucoup il travaille sur un segment qui est très anglo-saxon et qu'on sait que le journalisme à l'anglo-saxonne est très éloigné du journalisme européen et à la française en particulier. Est-ce que toi, tu vois bien qu'il y a une différence entre tes confrères américains et nous dans notre manière de travailler avec les sportifs? Bien sûr, t'as 100% raison. C'est que c'est un journalisme clairement différent et qui est très souvent, je trouve, d'une violence beaucoup plus forte. C'est-à-dire que en France, on voit bien le sport ultime en France, le plus exposé, c'est le foot, bien sûr. Et dès qu'il y a le moindre petit accro de communication, quel qu'il soit, les joueurs vont se plaindre de la violence des médias en France, etc. Ça n'a rien à voir, rien du tout avec ce que les joueurs américains peuvent connaître. Je peux vous dire que, j'en sais rien, il y a un milliard d'exemples. Kobe Bryant, qui est décédé en début d'année, quand il a fait face aux accusations de viol en 2005 qui étaient faites sur lui dans le Colorado, il a subi une violence médiatique avant même qu'il y ait une quelconque condamnation, quoi que ce soit, qui n'est jamais arrivé d'ailleurs de la justice. C'était sidéral. Donc voilà, les joueurs qui ont cette culture, on a la chance d'avoir une douzaine de joueurs français en NBA qui sont imprégnés un peu de cette culture, et eux, du coup, ils sont vachement ouverts à ce jeu, c'en est un, entre les médias et les sportifs. Et pour revenir sur ce que disait Mohamed tout à l'heure, bien sûr qu'on peut être ami avec des sportifs. Moi, je suis comme toi, je m'en cache pas. À l'époque, aujourd'hui, Twitter, des réseaux sociaux, on nous le reproche dans tous les sens, et c'est mal comprendre cette histoire-là. Moi, je le dis ouvertement depuis le début, que je suis assez proche de Nicolas Batum, par exemple, qui joue en NBA depuis longtemps, et ça n'empêche pas Nico, dans le positif comme dans le négatif, et exactement dans le modèle de ce que tu disais, Mohamed, de vouloir souvent s'exprimer à travers moi parce qu'il sait au moins que son message ne sera pas déformé. Par exemple, il y a 3 ans, quand il fait l'impasse sur l'équipe de France un été pour soulager son corps qui est rempli de blessures, essayer de se préparer pour la saison suivante et tout, et il choisit de le dire par moi sur beIN Sport. Et parce que ça allait être négatif, il savait que le ressenti serait négatif et il savait que par quelqu'un d'autre, par d'autres biais, on aurait peut-être eu tendance à avoir un peu plus de violence. Ça ne veut pas dire que le message qui était négatif en soi, je ne l'ai pas passé, je l'ai passé. Mais au moins, il savait que le message serait à peu près honnête et neutre, quoi. Donc, bien sûr, de toute façon, il faut de cette proximité. Aujourd'hui, sans une quelconque proximité, on n'a plus d'infos. C'est aussi bête que ça. Ouais. Et je vais ajouter un élément. Un jour, Marc-Olivier Fogel, qui est le directeur de BFM TV, qui est un journaliste pour moi
c'est un journaliste que je considère comme légendaire parce que avant même qu'il arrive dans notre groupe d'ailleurs, parce que j'adore les journalistes qui font des coups ou qui ont des coups et qui ont des belles interviews et qui sont capables de créer l'actu. Et ce qu'on appelle des newsmakers, je crois que ça va sonner chez Nelson qui aime bien les anglicismes, mais des newsmakers, des gens qui créent l'actu et qui sont capables de réaliser des grosses interviews. Rémi a dit la même chose quand Nicolas Batum, on a envie d'entendre sa parole, c'est Rémi Reverchon qui l'a eu. Ça s'appelle un gros coup. Et bien dans le football, c'est plus ou moins la même chose. Et un jour, Marc-Olivier Fogiel m'a dit je suis parfois encore plus dur avec les gens que j'apprécie et les gens qui sont dans mon entourage. C'est-à-dire que j'ai tellement peur qu'on me reproche mon interview que je suis encore plus dur. Et bien moi, c'est souvent la même chose. J'ai toujours peur de la réaction alors que je ne devrais pas l'avoir. Et si des gens veulent passer par mon média pour passer un message, eh bien dans l'interview, je n'omettrai pas certaines questions. Je me suis fâché avec des présidents avec qui je dîne souvent et avec qui je m'entends très bien parce que je publie une information et vous savez quoi, ils reviendront 2 semaines après, c'est pas grave, 3 semaines après ces gens-là reviendront et passeront à autre chose et ne sont pas des gens rancuniers parce qu'ils comprennent que c'est le taf, c'est le métier et on est obligé de faire comme ça. Et je voyais une remarque s'ils sont intelligents, Mohamed, ils reviendront s'ils sont intelligents. Mais voilà, il y a quelqu'un qui me dit Yanis Regraj Papy Olas. Bon, j'aime pas le concept de Papy, mais Jean-Michel Aulas, on s'est souvent frité un peu à l'antenne parce que je publie des informations. Pourtant, on s'entend très bien et c'est quelqu'un qui est intelligent, brillant et qui comprend que notre objectivité, c'est le travail et qu'on sort les informations et s'il a envie de venir, eh bien, il s'exprime. Moi, j'ai une question pour toi, Mohamed, enfin pour vous trois. Est-ce que vous n'êtes pas quand même souvent assez frappé de la susceptibilité qu'ont les sportifs? Moi, perso, j'ai cette chance-là, Nelson, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ceux qui ont cette culture américaine, j'ai l'impression qu'ils ont une carapace plus solide, en fait. Qu'ils se blessent moins facilement parce que je ne sais pas si la violence médiatique est plus importante, comme je disais tout à l'heure, ou s'il y a cette histoire de réseaux sociaux aussi aujourd'hui qui est constante maintenant pour tous les sportifs. Aux États-Unis, ça a un flot constant encore plus qu'en France. J'ai l'impression que moi, les mecs se braquent un peu moins vite, en tout cas. Moi, je parlerai pas de susceptibilité, mais clairement, ils sont très jeunes, ils sont surexposés, on leur demande de faire face à une pression où honnêtement, vous tous là, je pense que vous avez leur âge, en fait, à ceux qui parlent, quels que soient les sports, etc. Et avant, encore une fois, ils étaient pas en famille, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, les journalistes étaient toujours les mêmes. Donc il y avait, même si on disait un truc négatif sur un match, on se connaît depuis 5 ans, on se connaît depuis 10 ans, de toute façon, ça va s'arranger. Et là, aujourd'hui, ils choisissent, du coup. Ils disent, t'as été désagréable avec moi, donc je ne te parle plus. Ouais. Et ils sont pas entourés de gens suffisamment armés pour leur dire, attends, je t'explique, toi, tu fais ton travail sur le terrain. Tu l'as mal fait. Donc, ils disent que tu l'as mal fait. Ton boulot, c'est de mieux le faire et de répondre. Et eux, leur boulot, c'est de dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Malheureusement, c'est l'entourage de ces joueurs qui a vraiment beaucoup changé. Et c'est extrêmement difficile aujourd'hui de travailler avec l'entourage de ces joueurs et donc avec ces joueurs eux-mêmes plutôt que… Moi, je suis la génération 72, donc la génération championne du monde 98. Franchement, nous, c'était facile. On a fait les yeux dans les bleus. On n'aurait pas pu le refaire aujourd'hui parce que c'est trop compliqué. Il y a une paranoïa plus qu'une susceptibilité. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Nathalie. Et par rapport à ce qu'a dit Mohamed et Rémi. Rémi parle de sports américains. L'autodérision en Amérique, tu le sais bien, Rémi, est beaucoup plus forte dans les pays anglo-saxons en général que chez nous. Quant à ce que vient de dire Mohamed, j'aimerais tellement qu'il ait raison. Mais je ne suis pas sûr, Mohamed. Est-ce que tu peux dire que systématiquement les gens reviennent lorsqu'ils ont été… Non. Tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Ils reviennent s'ils sont intelligents. Non, j'avais une anecdote. J'ai une anecdote. Et en fait, je vais rebondir sur ce que vient de dire Nathalie. Moi, c'est terrible parce que moi, j'ai beaucoup d'affection pour les sportifs et je trouve que j'ai pas envie de dire que je les défends, mais je trouve que je m'explique. Alors, d'abord, je vais commencer parce que moi, je perds parfois le fil de conducteur de ce que je dis. Mais en gros, Nelson, je vais te donner une anecdote que je vais donner à tout le monde. Un jour, un international français avec qui j'ai quasiment plus de contact n'a pas apprécié les propos d'un consultant des RMC et me l'a reproché à moi alors qu'on s'entendait super bien. Il a subi une vague. De quel
sport. On va deviner de De quel foot. Non, sport. bah, moi je fais que du foot, donc ça va être simple. Mais en D'accord. gros, un Français, un international français m'en a voulu et on n'a pas supporté les propos. C'est vrai que ça a été assez dur d'une vague de consultants sur un moment. Et un jour, on s'est parlé et il m'a dit, écoute, voilà, j'ai pas aimé ce que les consultants ont dit. Écoute, pendant quelques semaines, on va pas se parler. Et moi, je lui ai dit, écoute, si tu n'es pas capable de comprendre que les propos de Roland Courbis ou de Christophe Dugarry ne sont pas forcément mes propos, ça ne sert à rien qu'on continue de se parler. Et aujourd'hui, on se parle quasiment plus. Et moi, c'est terrible parce que j'ai beaucoup d'affection. Nathalie vient de le dire et je suis entièrement d'accord avec elle. Dans les années 90, même dans les années 2000, il y avait une dizaine de journalistes qui les suivaient au quotidien. Aujourd'hui, vous allez suivre l'équipe de France A, il y a une centaine de personnes, 150 personnes. Donc moi, je viens d'une culture. Tout à l'heure, il y a un message qui m'a fait rire parce que la personne disait, oh, tu parles beaucoup, tu as beaucoup d'ambition. C'est que je viens de la culture du caillou. J'ai pas eu une enfance magnifique, mais j'ai pas eu une mauvaise enfance. Et ces joueurs de foot aussi viennent de la culture du caillou. C'est-à-dire que ces joueurs de foot, on leur a dit tout de suite, il faut pas faire confiance. Les journalistes sont des mauvais garçons. Et d'ailleurs, le reproche qu'on peut faire, c'est que la fin de la génération 90-2000, les grands frères, comme on disait en équipe de France, disaient aux joueurs, dès qu'ils arrivaient, il faut pas leur faire confiance aux journalistes, c'est pas des bons mecs, etc. Et nous, derrière, nous les jeunes qui sont d'ailleurs là, le futur aussi, on se mangeait des joueurs de foot qui avaient face à nous des sportifs. Oh, je fais pas confiance aux journalistes, c'est des traîtres. Donc ça a été compliqué et c'est compliqué de les convaincre qu'ils peuvent nous faire confiance et qu'on n'est pas là pour les trahir à chaque match ou à chaque événement sportif. Alors, si je peux me permettre, il est presque 16h. Oui, moi, absolument. j'ai 16% de batterie. 16-16. Je crois qu'ils ont peut-être des questions à nous poser. Oui, là, on va prendre... nous, on n'a qu'à aller prendre un café maintenant que les... Oui, on va prendre les questions. Aurélie Bernard. Mais, voilà, peut-être si c'est bien de poser une ou deux questions à chacun d'entre nous. Ça, c'est le côté encore man de Nathalie. Oui, elle ressente les débats tout de suite. Tu sais, l'heure, c'est l'heure, il faut rendre à l'heure. Aurélie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux nous faire remonter les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, s'il te plaît? Si tu nous entends. Ah, elle ne nous entend pas. Bon. Alors, il y a Oscar, par exemple. On va répondre à Oscar qui nous demande des conseils, messieurs, pour s'intégrer pleinement dans une rédaction de sport. Donc, moi, comme j'étais une fille, j'étais pas notée pareil. Donc, je vais vous laisser répondre. Comment s'intégrer dans une rédaction de sport? Vas-y, comment s'intègre à Bein? Comment on s'intègre à Bein? Déjà, alors moi je pense que le concept de base, c'est qu'en général, si vous êtes pris en stage quelque part à Bein, ce sera dans un service en particulier, à la NBA, au tennis, au foot, peu importe. Moi je pense que le meilleur moyen de s'intégrer, c'est juste d'être un tueur dans son domaine. C'est-à-dire que si on vous prend à la NBA, il faut être le meilleur, il faut tout connaître, il faut que vous soyez au courant de tout, que le matin à la conférence de rédaction d'NBA Extra, que vous soyez capable de nous apporter des idées, où nous, les présentateurs, les chefs d'édition, on va se dire, tiens, c'est peut-être pas con de faire ça. Et si vous nous apportez des idées comme ça, parce que les stagiaires, je suis comme vous tous dans les rédacs, on en voit passer beaucoup, tous ne restent pas avec nous parce que tous n'ont pas l'opportunité de rester bosser derrière, et parce que tous n'ont pas des profils hyper intéressants. On voit beaucoup de stagiaires qui sont soit dans un côté ou l'autre de la jauge, c'est-à-dire soit des stagiaires qui sont un peu timides, transparents, qui n'osent pas trop intervenir, etc. Soit des stagiaires qui, à l'inverse, ont envie de vous apprendre votre métier dès leur premier jour de stage. Et donc de ces deux côtés-là, c'est pas des profils qu'on retient. Mais si on a des gens qui nous apportent des idées intéressantes, qui nous apportent des yeux, des regards qu'on n'a pas encore, qu'on n'a plus peut-être sur notre sport, sur notre quotidien, moi je trouve que c'est le meilleur moyen. Ok, alors on va continuer à regarder un petit peu ce qui se passe en question parce que je pense qu'Aurélie, en fait, on est très nombreux en tant qu'animateur. Elle a un petit peu du mal à se connecter. En fait, Mohamed, ce qui est intéressant aussi, peut-être des questions pour toi. Quand on est jeune, justement, puisque là, le thème, c'est comment devenir journaliste de sport, mais justement, quand on est jeune, comment on fait pour justement parvenir à avoir un poste comme tu as, à prendre toutes ces responsabilités, peut-être à gérer des journalistes plus âgés que soi. Comment fait-on? Alors, gérer les journalistes plus âgés, c'est pas le plus dur parfois. C'est souvent gérer les gens qui ont le même âge qui est le plus compliqué. Juste en termes de responsabilité, c'est juste une forme d'envie et de pugnacité. Je rejoins Rémi. Moi, ce qui me donne envie de conserver un stagiaire parfois, c'est son ambition, c'est son envie. Alors peut-être parce que je me retrouve en lui. Quand j'étais en stage avec Nathalie Yaneta, c'était il y a temps, elle a dû beaucoup de stagiaires, peut-être qu'elle s'en souvient pas, et on faisait les soirées de Champions League et j'arrivais à Canal+, alors que j'étais juste stagiaire d'observation de 8h et je restais jusqu'à l'après la fin de l'émission de la Champions League. Et Dieu sait qu'on finissait tard.
très tard, vers 1h du matin, je me souviens de voir Nathalie Yanetta, Grégoire Margoton et Zinedine Zidane manger des pizzas. Donc moi, je voyais Zinedine Zidane qui mangeait une pizza. Pour moi, j'étais comme ça. Toi, t'es arrivé la bonne année aussi. Voilà, donc je suis arrivé vraiment une bonne année. Et en gros, pour moi, ce qui était la chose la plus importante, et Magali, tu peux le dire aussi, j'étais à l'école à l'IEJ de 9h à 13h. Et ensuite, j'allais à RMC de 15h à minuit. Je l'ai fait pendant 2 ans. J'ai même quitté l'IEJ pour me lancer dans ma carrière voilà, professionnelle. La chose la plus importante pour un stagiaire, et je le répète souvent aux stagiaires, c'est d'avoir, et c'est peut-être bateau, mais c'est d'avoir envie, et peut-être même trop le montrer, peut-être montrer trop d'idées, peut-être avoir même des idées qui sont pas forcément atteignables, mais je vois trop de stagiaires qui passent et qui font leur journée et leurs heures et qui partent. Alors la seule différence, c'est l'envie. Moi, j'avais envie de bosser avec Grégoire Margoton, j'avais envie de bosser avec Nathalie Yanetta. Je me rappelle de Denis Jobard, qui était un commentateur qui m'avait ramené un maillot de Liverpool parce que je lui faisais toutes ses fiches et je travaillais, même s'il n'en avait pas besoin, je lui transmettais des fiches. Et quand je suis rentré à RMC, peut-être que certains diront oui, voilà, l'ambition trop débordante, c'était d'avoir trop d'idées, d'avoir une grande gueule. Je pense qu'un journaliste, il y a trop peu de chances pour que quand il y en a une qui se présente, on la saisisse pas. Voilà, il y a beaucoup trop de candidats. Mohamed, oui. Tu nous as tout dit, sauf qui est-ce qui a réglé la pizza? Moi, je sais. Hein. La pizza. Moi, je sais. La pizza, c'était pas Zinedine Zidane qui l'avait réglée. Non, c'est pas nous non plus. Voilà, c'est la production. C'était la prod. Voilà. Non, en gros, pour conclure, parce que je suis dans la même lignée que Rémi, quand un stagiaire vient chez nous, il doit avoir lu l'équipe par cœur, il doit savoir ce qui se passe, et il doit avoir surtout des idées. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, on vous reprochera jamais votre ambition. On dira il faut mieux dire, excusez-moi du terme, il est casse-noisette, ou j'ai failli dire autre chose, parce qu'il a trop d'idées et il ouvre trop, il a envie de faire trop de choses, que plutôt dire voilà, lui il s'en fout complètement, il est assis sur son bureau, il regarde Facebook. Voilà, donc c'est la chose la plus importante. Soyez investis, parce que si vous ne l'êtes pas, il y a quelqu'un à côté qui vous prendra votre place. Aurélie, je vois que tu es connectée. Est-ce que tu as des questions pour nos invités, notamment Nathalie, qui n'a plus que 15% de batterie, je pense maintenant. 13 maintenant. 13. Parce que ça va vite. Et moi, j'ai un, donc je vais me mettre sur je vais charger le téléphone Aurélie, en même temps. Tu es là? Eh bien, on ne t'entend pas. Décidément, on aura eu des problèmes techniques aujourd'hui. Ah bah mince. Tu nous entends? Non, on ne t'entend pas, Aurélie. Je suis désolée. Donc, on va continuer. Alors, donc, on a quand même pratiquement 1 heure de conférence. Rémi, tu devais partir. Est-ce que tu peux rester toujours avec nous? De toute façon, je suis désolé, je crois que je vais faire mon affaire, mais il va falloir que je vous abandonne, les amis, moi. Bon, on t'embrasse très fort, Rémi. Merci beaucoup d'avoir été présent. On va continuer. De toute façon, on va pas tarder à quitter parce que tout le monde a ses responsabilités. Magali, tu m'entends? Si Aurélie nous entend. Je crois qu'on entend là. Ah, vas-y Aurélie, on t'écoute. Tu m'entends? Voilà, bonjour à tous, pardon. Beaucoup de questions pour nos invités cet après-midi. Alors, je vous passe les questions sur les transferts de foot, de savoir qui sera MVP cette année pour Rémi. Il y a beaucoup de questions pour chacun d'entre vous, vraiment sur le sport attitré. C'est beaucoup de questions sur la formation pour devenir journaliste dans le chat de la part des gens qui sont avec nous cet après-midi, de savoir quelle est la formation et comment on doit la suivre, surtout quand on a commencé des études de droit et puis qu'on veut bifurquer vers le sport. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que vous suggérez à ces étudiants-là qui ont envie de bifurquer? Est-ce que c'est un tort d'avoir fait d'abord du droit, par exemple, et de vouloir bifurquer vers le sport? Qu'est-ce que propose l'IEJ pour ces étudiants-là, quoi? On a beaucoup de questions de ce genre. Ah bah là, c'est plutôt Magali qui va répondre. Oui, moi je vais répondre sur la partie. Alors, en effet, comme je l'avais dit en préambule, on peut rentrer directement à l'IEJ en 2e année ou en 3e année si on a déjà validé un parcours précédent. L'idée, c'est qu'on peut toujours être journaliste à un moment. En revanche, on ne pourra pas rentrer directement en journalisme de sport en master tout de suite. Il faut d'abord passer par une année qu'on appelle passerelle, qui nous permet d'apprendre toutes les techniques en radio, en télé, en presse écrite et en web, pour ensuite se spécialiser en master sport. Après avoir fait du droit, des lettres ou je ne sais, pour moi, c'est plutôt intéressant. Ça apporte toujours de la culture générale en plus. Je vais laisser nos invités en parler, mais je pense que Nelson, par exemple, est un fan de musique et de littérature, et ça n'empêche pas d'être un journaliste de sport. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Magali, c'est que statistiquement, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont venir, mettons, du droit ou de l'économie et de la finance vers le journalisme de sport que l'inverse.
Il suffit d'entendre la passion qui animait l'heure que l'on vient de passer ensemble. Et mon modeste exemple est un petit peu celui-là. Moi, effectivement, j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle les études supérieures, notamment droit et Sciences Po. En sortant de Sciences Po, je n'étais pas du tout destiné à devenir journaliste et encore moins journaliste de sport. Et c'est cette passion qui a fait cela aujourd'hui. Et tu le sais bien, Magali, peut-être est-ce le cas de Nathalie ou de Mohamed quand il viendra enseigner à l'IEJ. J'ai eu des étudiants de plus de 30 ans, même de 35 ans. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des personnes qui ont cherché leur voie, qui ne l'ont pas trouvée et qui sont revenus vers ce qu'ils espèrent faire de leur vie. C'est Stendhal qui disait que lorsqu'effectivement son métier devient une telle passion, ce n'est plus un métier, ce n'est plus un travail, c'est un bonheur. Je crois que ce qui anime notre discussion, c'est effectivement le bonheur qu'on a de faire ce métier, peu importe l'âge auquel on le commence. Parce que c'est vrai, Alors, pardon. Non, vas-y, continue. Je m'inquiète juste sur le niveau de batterie de Nathalie. Et du coup, je me disais, Aurélie, est-ce qu'on a des questions pour Nathalie? Parce que je pense qu'on va la perdre à un moment. Ce serait un peu dommage qu'elle puisse pas répondre à ces questions. Est-ce que tu as des questions pour Nathalie? Non, on n'a pas de questions précises pour Nathalie, si ce n'est de savoir comment bien préparer, comment elle prépare ses interventions, comment elle travaille. C'est quoi votre quotidien, Nathalie? Est-ce que vous pourriez peut-être raconter à nos étudiants? Je pense que c'est le même pour chacun d'entre nous et quel que soit le journaliste que vous auriez face à vous, normalement, il doit vous répondre la même chose. D'abord, moi, je suis une passionnée d'actu, donc voilà, je crois que je lis, j'écoute et j'entends à peu près tout ce qu'il y a à entendre, quels que soient les sujets d'actualité, parce que moi, vraiment, ce qui me fait kiffer, c'est l'actu, vraiment, quelle que soit l'actualité. J'ai une espèce de décharge, c'est presque physique en fait, une décharge d'adrénaline quand un événement se produit, qu'il soit dramatique ou positif. Et ça, c'est un truc qui porte. Au quotidien, vraiment, c'est un peu comme dans le sport, vous voyez, il y a du travail de fond. Donc le foncier, c'est sans arrêt écouter, lire, entendre, et puis ensuite, quand on a une émission en particulier à préparer, voilà, on travaille ses thèmes, son interview, ses invités. Ça évolue au fur et à mesure des émissions ou des sujets qu'on a à traiter. Il faut être assez agile, hein. C'est pas un truc figé, vraiment, il faut avoir les fenêtres grandes ouvertes, le cœur aussi grand ouvert, faut accepter de se tromper, faut pas partir avec des idées préconçues. Alors si c'est le cas, accepter de changer d'avis quand on a détricoté un tout petit peu l'investigation pour se dire je partais de là pour penser ça et en fait ça m'a conduit à c'est un métier beaucoup de travail et d'humilité, je pense, le métier de journaliste, parce que le journalisme c'est le questionnement, donc il faut se questionner en permanence, il faut questionner l'actu, il faut questionner un sujet, il faut dépasser l'évidence, qu'est-ce qu'il y aurait derrière qu'on ne verrait pas, qu'on n'aurait pas vu et qu'on aurait raté. Voilà, moi c'est un peu comme ça que quand quelque chose me paraît évident, je me dis j'ai pas compris. Ça veut dire qu'il faut que c'est sûr, c'est que j'ai pas compris. Donc il faut que je trouve le truc qui m'aurait manqué et qui fait que d'un seul coup, voilà, là ce coup-ci j'ai la clé. Aurélie, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, pardon, merci. Alors, d'autres questions, mais vraiment relatives à la formation qu'on dispense à l'IEJ Paris, ça c'est important. Les gens se demandent comment on peut intégrer l'école. Est-ce qu'il y a cette fameuse année passerelle quand on vient d'une autre filière? Ça c'est une question qui revient énormément. Pour nos invités, il y a une question pour Mohamed. En tant que jeune journaliste de sport, Mohamed, vous êtes devenu une icône, nous dit Com, dans ce milieu. Quand même. Ouais, en tout cas, Je suis pas l'icône devant mon. Comment est-ce que vous pouvez, je me souviens Mohamed, quand vous êtes venu en masterclass à l'IEJ Paris, vous avez raconté à nos étudiants que vous étiez toujours devant, alors l'adresse je ne l'ai plus, mais le bâtiment de la Fédération française de foot, et que vous logiez ici tout le temps, que vous passiez des heures et des heures. Est-ce que vous pourriez raconter à nos invités sur le chat comment vous faisiez le pied de grue pour essayer d'obtenir les numéros de téléphone et les contacts avec les joueurs qui vous faisaient certes rêver, mais avec qui vous vouliez travailler? Non, parce qu'en fait, la question, je me rappelle de cet étudiant lors de la masterclass, il disait on a un devoir à faire sur les Républicains. Et je m'en souviens encore, Magali, de cette question. C'est un jeune étudiant qui dit on a un devoir à faire sur les Républicains. Et comment faire quand, par exemple, toi, tu parles à Kylian Mbappé ou à Marco Verratti ou à André Villas-Boas comme ça? Alors, j'ai répondu un truc que je pense que très basique, et c'est
Le bureau des Républicains, je lui ai demandé où il était à ce jeune étudiant et il ne savait pas. Et en fait, le bureau des Républicains était dans le 15e arrondissement. C'est-à-dire qu'il était à 3 stations de métro maximum de l'école de l'IEJ, qui est rue Lyoté, et donc où j'étais. Et donc, il était à 3 stations du 15e arrondissement de Convention. La rue de la Convention. Voilà, la rue de la Convention, du siège des Républicains. Et je lui dis qu'il n'a qu'à rester devant le siège des Républicains un jour où il y a une réunion du parti pour avoir des réponses et des réactions de tous ces dirigeants politiques. Et lui était surpris parce que moi, je me souviens de plein d'anecdotes sur ma vie personnelle où quand j'étais en stage à Canal+, j'allais faire le tour des émissions. Je me rappelle à l'époque, les spécialistes. J'allais faire aussi l'émission du CFC. J'attendais à la fin pour capter des numéros, pour avoir des relations. Je me rappelle attendre devant le siège de la Fédération française de football en pleine affaire du retour des Français, des internationaux en 2012 avec l'affaire autour de Nasri, Ben Arfa, Mvila, etc. Pour juste avoir des numéros. David Berger, que Nathalie connaît très bien, c'est comme ça que j'ai eu mon stage. On revenait d'un match à Marseille et j'ai attendu qu'il passe Aix-en-Provence. Je me suis assis à côté de lui, je lui ai dit, écoutez, il n'y a personne à côté de vous, il y a 3 heures de train maintenant et à la fin de ce stage, à la fin de ce TGV, j'obtiendrai mon stage à Canal+. Et à la fin, il m'a donné un numéro de Delphine Skirka qui travaillait à Canal+. Et j'ai obtenu mon stage comme ça parce que je pense que l'envie, c'est pas forcément. Les gens me demandent souvent, j'ai vu des questions sur mon carnet d'adresses. Mon carnet d'adresses, c'est juste du bouche à oreille et je pense que c'est ce qui a animé Nathalie et Nelson pendant des années. Je dis souvent à la première personne que je rencontre, c'est comme dans la politique. Je ne vais pas vous trahir et je préfère rater une info et en gagner 9 avec vous et vous gagner pour les 20 ans qui arrivent et après nouer une relation avec vous. Et cette personne-là, c'est un petit milieu, le football, comme la politique. Eh ben, cette personne-là dit du bien de vous à une autre personne, qui dit du bien à une autre personne, qui dit du bien à une autre personne. Et après, je capte les numéros. Et après, j'hésite pas à appeler, j'hésite pas à passer, j'hésite pas à aller à des entraînements, j'hésite pas à aller à des matchs j'allais faire tous les matchs des moins de 20 ans. Excusez-moi, hein, c'est ma petite nièce qui est juste à côté. J'allais faire tous les matchs des moins de 20 ans à Romorantin, à Créteil, à Laval. J'allais faire tout et j'attendais à la fin. Et le dernier exemple que je peux donner comme ça pour donner envie de motiver les jeunes, quand on allait faire, et Nathalie l'a fait souvent, le rassemblement de l'équipe de France A, il y avait 80 journalistes, 100 journalistes. Et en revanche, juste en face, il y avait les espoirs qui étaient juste le futur. Hein. C'est-à-dire qu'on parle de l'équipe de France A et l'équipe de France B, où il y avait 3 journalistes. Je me souviens avoir fait la Coupe du Monde des moins de 20 ans où on a été champion du monde. Je dis on parce que j'y étais, ça a été un événement magnifique pour moi. En 2013, c'était le dernier titre qui manquait au palmarès français avec Pogba, Digne, Umtiti, Thauvin. Et ces joueurs-là, Zouma, Areola, sont devenus des joueurs de l'équipe de France A. Et donc ça, en gros, ça m'a créé un lien avec eux. Et en gros, n'hésitez pas, vous n'avez pas honte. Moi, quand je voyais un joueur, je prenais toujours, et c'est la dernière anecdote, je prenais toujours le TGV qui revenait de Marseille le samedi, le dernier à 21h, parce que je savais que les joueurs allaient en boîte à Paris. Voilà, et donc j'allais en première classe, je me payais l'aller aux deuxième classe, et le retour, je le faisais en première, parce que je savais que les joueurs allaient être dans le TGV, et je prenais leur numéro et leur contact. Et voilà. Oui, il faut être malin, curieux. C'est une sacrée astuce que vous venez de donner à nos futurs étudiants, Mohamed. Vous étonnez pas maintenant s'ils campent devant chez vous ou devant vos rédactions pour obtenir des stages. Vous venez de leur donner le filon. Alors, Aurélie, on va prendre une dernière question parce qu'on a dépassé l'heure écart. Je sais que Nathalie est à la limite de sa batterie. Nelson devait rester 50 minutes. Il est resté plus longtemps. Mohamed est en famille et il nous fait le plaisir. Du coup, on est en famille avec toi aujourd'hui. Donc, on va prendre les 2 dernières questions si tu es d'accord. Alors, il y a une question très liée à l'actualité et nos invités sur ce chat nous demandent comment vous avez vécu cette période-là de confinement dans vos propres rédactions. Comment vous avez travaillé pendant cette période-là où toutes les émissions étaient un peu suspendues, à l'arrêt, voilà. Comment vous avez travaillé, peut-être Nelson, comment vous avez travaillé vous ces 2 derniers mois, Mohamed, Nathalie? Alors peut-être que le fait que cette conférence dépasse effectivement l'horaire et que l'actualité sportive du moment nous autorise effectivement à prolonger un petit peu ce genre de réunion, puisque vous le savez que tous les événements ont été suspendus, reportés, annulés, etc. Je dirais que pour nous, en tout cas à France Télévisions, le nombre d'événements que nous devons avoir cet été, enfin ce printemps et cet été, qui ont été pour les uns
reportés, pour les autres annulés, est quasi incroyable. En ce moment, nous devrions être dans la deuxième semaine du tournoi de Roland-Garros. Il devait y avoir les championnats d'Europe d'athlétisme fin août à Paris, le Tour de France cycliste et le tournoi de Roland-Garros, je pense, vont être reportés. Il y a quelques semaines encore, je n'étais pas spécialement optimiste. Aujourd'hui, je le suis, disons, davantage en croisant vraiment les doigts. Et puis, alors évidemment, le coup de massue, ça a été le report des Jeux Olympiques de Tokyo. Nous avions vraiment là une antenne vraiment, vraiment formidable. Donc, effectivement, il a fallu s'occuper. Je l'ai fait de deux manières. La première, c'est en alimentant régulièrement le site francetv.fr, en recevant des personnes extérieures au sport, mais qui venaient parler de leur passion du sport. Et là, je pense que ça va, tout le monde va être heureux de savoir, par exemple, qu'un Éric Dupond-Moretti, qui est le plus célèbre avocat de France, est passionné par la boxe, qu'un Yann Kefelec, qui est un écrivain qu'on ne présente plus, est passionné par la voile, qu'une Anne Roumanoff est passionnée par le tennis, j'en passe, et des meilleurs. Vraiment, que Laurent Gérard est un passionné du Tour de France cycliste, etc. Et puis, j'ai également mis la dernière main un livre sur la saga des Jeux Olympiques, en espérant que ce livre, qui devait sortir là cet automne, après les JO de Tokyo, eh bien, trouvera sa place dans les librairies l'année prochaine. C'est vrai que, c'est ce que disait, je crois, Nathalie au départ, on a vécu, et le sport a vécu un moment, j'espère en parler au passé, mais un moment totalement, totalement inédit, et j'espère vraiment que nous pourrons tous nous en remettre, parce que je sais qu'il a été de bon ton de dire oui, ce n'est que du sport, ce n'est que du sport. Ce n'est pas exact. Le sport est une lumière au bout du tunnel. Le sport apporte un bien-être fou aux personnes qui le pratiquent et qui le suivent. Et que pour moi, la reprise, et je pense que Nathalie et Mohamed seront complètement d'accord, la reprise des événements de sport, comme d'ailleurs des spectacles, du théâtre, des concerts et autres, aujourd'hui est vraiment une priorité absolue. Nathalie, comment tu as vécu cette période, toi ? On t'entend plus, Nathalie. On n'a plus ton micro. C'est bon là, vous m'entendez? Oui. Je disais, dans les crises, tout ce qui est accessoire devient essentiel. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous définit, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Le sport est ce que nous sommes, différent des Allemands, des Italiens, des Espagnols. C'est valable pour la culture aussi. Et très clairement, par exemple, le ministre des Sports allemand, qui est en fait le ministre de l'Intérieur, parce qu'en Allemagne, il ne fonctionne pas exactement de la même manière que nous, lorsqu'il a parlé de l'autorisation de reprendre la Bundesliga, on lui a demandé pourquoi. Alors, il a dit d'abord parce que manifestement, ils ont un protocole qui semble marcher. Et puis par ailleurs, parce que je crois que ça va être important pour le moral des Allemands. Il a parlé de ce moral des Allemands. La France n'est pas un pays de sport. Moi, je me frite matin, midi et soir avec les politiques, avec les autres journalistes. Je pense sincèrement qu'il faut qu'on renverse la table, qu'il faut qu'on pense le sport autrement dès l'école pour lui donner la place qu'il devrait avoir et qu'il mérite dans notre société. Mais on l'a vu à l'occasion d'ailleurs de cette crise, le secteur qui a le plus pris dans la gueule de manière péremptoire, sans jamais qu'on puisse dire oui c'est juste, non c'est pas juste, c'est l'arrêt des compétitions sportives. Voilà. Ça a été décidé de manière totalement péremptoire. Après on peut discuter à juste raison, pas à juste raison, mais le fait que ça a été pris de manière aussi brutale que ça dans un discours qui devait présenter le déconfinement, c'est-à-dire l'après, pas au début de la crise, on était le 28 avril à l'Assemblée nationale, c'est vraiment la preuve que nous tous, quelles que soient nos fonctions, l'endroit où on travaille, ce qu'on peut porter, il faut porter pour les sportifs, par les sportifs, et c'est aussi comme ça que on réussira, je crois, vous, futurs journalistes, à faire votre métier convenablement, parce qu'en France, on a un vrai problème de relation avec ça. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on dit qu'on est journaliste de sport, alors que personne dit je suis journaliste politique ou journaliste économique. Les autres, ils sont journalistes, et nous, on serait un truc avec un petit truc en moins. Moi, j'ai toujours pensé qu'être journaliste de sport, c'était un journaliste avec plein de trucs en plus. Voilà. Je vous embrasse parce que ça va couper. Merci infiniment. De toute façon, on va clôturer. De te voir, Magali. D'avoir été là. Avant de partir, je veux juste dire, elle a dit beaucoup bien de nous, Magali, en disant qu'on était des bons profs, qu'on était des grands professionnels, etc. Mais elle, c'est une putain de directrice d'école. Voilà. Donc, allez-y et vous allez bien apprendre votre métier. Voilà. Salut. Merci Nathalie. Merci beaucoup, Nathalie. Merci Nathalie.
Et puis de toute façon, on va clôturer un peu cette conférence, quoi qu'il en soit, parce qu'on a vraiment dépassé. Nelson, tu étais carré sur l'horaire. Tu m'as dit, Magali, 50 minutes, il faut que ce soit efficace. On est à 1h30. Tu vois comme quoi, je ne suis pas quelqu'un, j'ai encore beaucoup de progrès à faire au niveau du timing. Je suis vraiment à côté de mes pompes pour ça, mais je suis tellement contente qu'on ait passé ce temps ensemble. Je suis convaincue que les gens qui ont participé aujourd'hui et qui nous ont suivis, vous leur avez donné beaucoup, beaucoup d'infos et surtout beaucoup de plaisir parce que on a été dans votre quotidien, chez vous. Mohamed avec sa nièce, Nelson dans ton canapé, et c'était super généreux de votre part de nous faire profiter de ce moment-là. Non, juste dire pour conclure, Nathalie, que moi, quand je croise des jeunes journalistes, je leur dis souvent, n'hésitez pas à avoir envie de nous dépasser. Voilà, moi, j'avais envie de dépasser les plus anciens. Moi, quand je croise des journalistes qui me disent un jour, je travaillerai à côté de toi, je lui dis, comme on dit dans une autre culture, on dit Inch'Allah, les Chaim. Donc voilà, moi je dis souvent, venez à côté de nous. Et moi, je suis très fier d'échanger avec les journalistes. Nathalie, j'ai pas eu de la chance de lui dire, Magali, tu feras passer le message. Mais quand j'ai été en stage à Canal+, elle a été formidable. J'ai rencontré très peu de personnes qui étaient des gens mauvais. J'ai rencontré une personne sur ma route qui était une personne malsaine et nauséabonde. Les gens que vous croisez en stage sont souvent des gens qui sont bienveillants. N'hésitez pas, prenez des risques. N'ayez pas, vaut mieux avoir, dans la vie, vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est un grand philosophe qui s'appelle Patrick Bruel qui disait ça dans une chanson. Donc voilà, n'hésitez pas, prenez des risques, ayez envie de réussir et croyez en vous. Voilà, personne ne vous empêchera. Et si vous ne réussissez pas, dites-vous que vous avez tout tenté, mais vous réussirez si vous avez cette ambition et cette volonté. Et moi, je suis très fier de voir les messages qui passent, les commentaires et tous ces étudiants qui viennent te voir, Magali. Donc voilà, je suis très fier d'eux et je suis très fier de tous ceux qui ont envie de faire ce très très beau métier. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Et puis, je voulais juste dire une chose, c'est que vous êtes tous hyper bienveillants. Vous êtes des intervenants formidables. Nelson, tu as eu tout à l'heure un petit mot d'un des internautes qui disait à quel point tu avais été gentil avec lui en stage à France Télé. Je me souviens plus de son prénom, mais c'est vrai. Tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui sont tous des personnes hyper professionnelles, hyper exigeantes, mais surtout bienveillantes. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. Donc, l'IEJ Paris, on peut y rentrer de bac à bac plus 5. Si vous êtes intéressé, vous écrivez à info@iej-paris.com et je vous répondrai directement. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci Nelson, merci Magali. Voilà, même si on a eu quelques problèmes techniques. Plaisir les amis. Voilà, vous avez été formidables. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse tous et je dis au revoir à tous nos internautes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à très bientôt. Au revoir.